Salut les coachs! Nous sommes le 26 mai 2029. Alors si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que l'Annester est monté en National 3. Ce n'est pas encore effectif puisqu'on n'a pas encore le calendrier, mais que déjà des tas de choses se sont passées. La direction a décidé de passer en mode semi-professionnel et que ça implique énormément de choses. Entre autres que si on ne veut pas perdre tous nos meilleurs joueurs qui vont être extrêmement sollicités, il faut assez rapidement leur proposer un nouveau contrat. Et si on leur propose un nouveau contrat semi-pro, forcément, il faudra leur donner un salaire. Mais dès qu'on va commencer à le faire, tous ceux qui estiment être au même niveau vont en réclamer un aussi forcément. Or, voilà, on est à 34 480 € en caisse, là au 26 mai 2029, et ça va nous coûter la peau des fesses très bientôt de mettre des contrats à tout le monde. Donc, comment faire les choses pour ne pas sombrer au niveau financier? Le plan est assez simple, c'est que jusqu'à pratiquement fin juin, on ne va pas faire grand-chose. On va essayer de trouver des nouveaux joueurs, de nouveaux membres du staff. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez que je mets sérieusement en cause la qualité du staff actuel dans leur capacité à faire progresser les joueurs. Mais prendre de nouveaux membres du staff, c'est pareil, ça va être un coût mensuel qui va vite venir plonger nos finances dans le plus grand trou sans fond, et ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, l'ambiguïté, elle est là. Comment fait-on? En gros, ce que je préconise pour le moment, mais peut-être que je me trompe, on va essayer de faire comme ça va être d'attendre fin juin simplement en cherchant de nouveaux joueurs disponibles. On ne sait jamais, on peut en trouver des meilleurs que ce que l'on a. Ceux que l'on a sont probablement suffisants pour tenir le choc en National 3. Bon, nous, on ne va pas viser la montée tout de suite, on va viser la première moitié du classement quand même si la position de la direction s'est trouvé le moyen de se maintenir en National 3. Nos joueurs à nous sont bons, mais ils sont jeunes. On a beaucoup de joueurs en dessous de 20 ans. Ils ont bien entendu besoin de progresser dans leurs attributs techniques, mentaux et physiques. C'est le rôle des préparateurs, mais surtout en termes d'expérience et de réputation, il faut les faire jouer pour cela. Par contre, au niveau caractère, au niveau volonté, on a des joueurs qui ont des très bons attributs. Ils l'ont bien montré sur le terrain pour cette année de Régional 1. C'est ce qui a fait pencher la balance pour nous propulser en National 3. Donc, on va essayer de jongler entre les deux. Donc, première partie, je vais faire des recherches tranquillement dans mon coin de nouveaux joueurs, sans mettre en œuvre nos recruteurs, parce que si on active les recruteurs, il va falloir débloquer des fonds sur l'enveloppe supervision, ici, dans recrutement, budget de recrutement, supervision, et nous n'avons pas les fonds pour faire face à des dépenses pour un résultat très aléatoire, comme nous l'avons vu les années précédentes. 5 250 € par mois, c'est presque ce que va nous coûter l'ensemble des salaires des joueurs de l'équipe sur un mois. Et on a encore à payer le recrutement et l'encadrement des jeunes. On va plonger très très vite. Donc on va oublier ça, on va essayer de retrouver par nous-mêmes des joueurs en allant examiner dans les équipes qui descendent de National 3, qui vont descendre de National 2 en National 3. Enfin, on va chercher un peu partout, voir si on peut trouver des joueurs compétents avec des bons attributs pour nous aider dans cette optique-là. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, c'est-à-dire juste avant que les joueurs commencent à rentrer de vacances, on va leur proposer à ceux qui nous semblent intéressants, pas aux autres, tant pis, ceux-là resteront en amateur, mais à ces joueurs-là, on va proposer un contrat semi-pro en essayant de garder un niveau de salaire compatible avec nos finances. Et ça ne va pas être simple. Alors pour rappel, le seul membre du club qui aujourd'hui ne peut pas espérer avoir de salaire, c'est le coach, c'est moi, Ted Lasso, et le salaire a été fixé à 0 € par la direction. Bon, j'aurais pu négocier, obtenir un petit peu, mais on aura déjà bien assez de mal à tenir sur notre budget. Là, on est actuellement un budget salarial de 18 410 € par mois autorisé. Je l'ai calculé au bas mot, budget salarial des joueurs et du staff, entre 8 et 10 000 € par mois. Et ça, vous voyez bien, ça nous permet de tenir à peu près 3 mois, même pas, puisqu'on a déjà 8 000 € minima de recrutement et d'encadrement des jeunes, plus 8 à 10 000 € de salaire. On arrive très vite à 16-18 000 € par mois. On a 34 000 € devant nous, et c'est pas avec ce genre de budget, prix moyen des abonnements, prix moyen des places, que l'on va remplir les caisses. Voilà, ça y est, c'est tombé officiellement l'information qu'on avait déjà annoncée dans l'épisode 55. Augmentation du nombre de préparateurs. Donc pour l'équipe première, on va gagner un préparateur, donc on va passer de 4 à 5. Dans l'équipe réserve, un préparateur de plus également, donc on en a 0, pouvoir passer à 1. On va essayer d'embaucher un préparateur de plus. Et l'équipe U19, c'est pareil, on peut embaucher un préparateur de plus. Très bien, bonne chose. Les récompenses de fin d'année ont été publiées également, juste pour vous dire qu'il y a là aussi un joli bug, assez rare. C'est la première fois que je le vois, mais je ne peux pas résister à vous le montrer. Donc,
C'est le bilan et les résultats de la saison, comme on trouve chaque fin de saison avec Football Manager. Et là, les résultats de la saison Régional 1 Bretagne, les dirigeants préfèrent attendre que vous ayez dirigé un match dans cette compétition avant de se prononcer. Bon, à part qu'ils nous disent qu'on est deuxième, que tout va bien et que effectivement on est promu en National 3. Bug? Vous avez dit bug? Mais ça n'arrête plus! Parmi les joueurs que je tiens à féliciter, moi, en tant que coach, il y a notre gardien de but. 13 clean sheets pour Maverick Romain, qui a bien progressé, moi je trouve. Au niveau expérience, il a fait des très 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 bonnes saisons, des arrêts remarquables, des grosses bévues mémorables aussi, mais bon, voilà. Donc le bilan, ben voilà, on est deuxième. Pour ceux qui les avaient donnés favoris avant même la première journée, il ne devait pas y en avoir beaucoup parce que là, aujourd'hui, on est toujours donné 24e avec une chance sur 401 de monter. À la réunion de fin de saison et discuter de la saison prochaine, toujours un grand moment où on peut dire des tas de conneries. Alors on va essayer d'éviter d'en dire. De toute façon, on nous demande d'essayer de nous maintenir en National 3, donc pas de promesses exagérées. Castet est nommé porte-parole, c'est lui qu'il va falloir surveiller. Alors, nos objectifs pour la saison prochaine, on va commencer par ça. Alexis Castet, j'estime qu'on peut montrer à tout le monde ce qu'on vaut vraiment et faire une grosse saison en championnat, ça me semble pas raisonnable. Les deux premières options, oublions-les, elles ne sont pas crédibles. La troisième va les fâcher, la quatrième ne me plaît pas. Je suis bien ennuyé. Ah, mais il y avait autre chose en dessous. Oh là là, j'avais pas vu tout ça. Il y en avait plein. Alors, va falloir choisir là-dedans. Bonne chance de nous maintenir, c'est pas ce que pense la direction. Confiant sur nos chances de maintien, c'est pas non plus ce que pense la direction. Vous êtes capable d'accrocher une place en milieu de tableau, ne rêvons pas. Nous avons bien mérité de monter, mais les choses sérieuses vont commencer après la trêve. Nous voulons nous établir au niveau supérieur. Pour cela, il faudra recruter quelques nouveaux joueurs. C'est peut-être bien, mais il ne faudrait pas qu'ils prennent ça comme une promesse de recruter quelques joueurs. Peut-être en passer par les barrages, c'est peut-être pas si mal que ça. Je vais renforcer l'équipe. Peut-être, ça semble réaliste. Aider l'équipe à se maintenir, ça, c'est bien parce que ça va les encourager. Se battre contre la relégation, ça me semble plus raisonnable. Moi, ça me semble bien. Bon, c'est bien. Ils sont contents, pas ravis, mais ils sont contents. Donc, bien, on va pas en dire plus. On se concentre sur les progrès effectués pour atteindre les objectifs fixés par un. Bien. Bah, tout le monde est content aussi. Ah, il y en a 2 ou 3 qui sont pas contents. Forveille, vous me surprenez, je pense que nous sommes loin de maîtriser ce style. Non, toi, tu ne le maîtrises pas, les autres, ça va. Chauvel est dépité, bon, les promesses, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire. Voilà, je pense qu'on va se contenter de ça. Je vais faire le point sur les jeunes du club pour leur donner leur chance en équipe première. Je pense que ça va pas leur plaire beaucoup, mais ça va pas leur les détruire non plus. Voilà, d'autres pourraient être intéressés, mais tous les jeunes sont contents. À part donc Vieira et Buisson, et même quelques anciens sont contents. Je suis d'accord avec ça, ben c'est très bien. C'est tout. On a passé un moment qui n'est pas toujours facile, parce que c'est l'endroit et le moment rêvé pour dire des conneries qu'on regrettera après. On a évité de faire des promesses. Moi, je vais étudier tous les rapports maintenant, et puis faire mes bilans, et puis on en reparlera avant le début de la saison. Donc on se retrouve dès le retour de congé des joueurs. On fait le point. Je vous présenterai le championnat de National 3 dans lequel on va devoir s'intégrer. Je vous présenterai les recrues également si on en a fait, ce qui n'est pas gagné. Et puis, ben, on fera un état des lieux et on verra ce qu'on peut faire. J'espère qu'on aura avancé sur le staff, que le budget sera solide. On verra tout ça à ce moment-là. Parce que là, on nous annonce déjà la couleur. On est l'effectif le plus faible de National 3. Nous voici désormais au 14 juin 2029. Le calendrier n'est pas encore paru, mais on a déjà quelques informations sur la National 3. On connaît la liste des relégués de National 2. Il y en a 7 et 25 promus de Régional 1, dont nous, voilà, ici, et des groupes de National 3. Eh bien, il y en a 8, plus ou moins organisés par région en France. Donc, il y a 8 groupes de National 3, de 14 équipes chacune, 26 matchs à faire. La meilleure équipe de chaque groupe se retrouve pour un barrage ou un pseudo-barrage de monter en National 2. Vous connaissez maintenant le principe, il est le même depuis le début de l'épopée de Lanester avec cette base de données. Un pseudo-barrage, le meilleur total en championnat est nommé champion, les autres barragistes sont promus. Donc voilà, 8 groupes de 14 équipes, il y a 8 promotions en National 2. Parmi ces équipes, donc une dans chaque groupe, la meilleure équipe, celle qui a le plus grand nombre de points, est nommée champion de National 3. Si on regarde ici, il y a des groupes quand même assez disparates puisque l'US Avranches a réussi
réussi à être promu en National 2 avec 50 points, 8 nuls, 4 défaites, ce qui est quand même assez important. A contrario, Monceau-Bourgogne a été promu avec 63 points, donc 13 points de plus, seulement 3 nuls, 3 défaites, 20 victoires sur 26 matchs, c'est assez impressionnant. Quelques équipes à 2 défaites seulement. Voilà, ça c'est pour les promotions. Et le barrage des relégations, ben voilà, c'est pareil. Dans chaque groupe, il y a 3 relégués plus un barragiste en relégation, donc les 3 derniers descendent en Régional 1. Le barragiste, lui, va dans un groupe de barrage. Le dernier est relégué en Régional 1. Les 7 autres sauvent leur peau. Sachant qu'avec tout ça en plus, les équipes réserves sont barrées par leur propre équipe première si celle-ci est en National 2. Donc on ne peut pas avoir 2 équipes du même club dans la même division. Et une équipe réserve ne peut pas aller au-delà de la National 2, quelle que soit la position de l'équipe première. En Ligue 1 ou en Ligue 2, la réserve ne pourra jamais aller au-delà de la National 2. Voilà ce qui nous attend. J'ai commencé à travailler gentiment sur le statut des joueurs. Alors forcément, ça fait baisser l'atmosphère du club. Des joueurs qui étaient titulaires réguliers sont devenus maintenant des joueurs de rotation au monde. Donc forcément, le niveau va être plus difficile. On va voir qu'il est extrêmement important de bien gérer le temps de jeu convenu, dans ce que j'appelle le statut des joueurs. Donc on a un joueur vedette, Evan Ricard. On a 2 joueurs importants, 2 joueurs réguliers. Tous les autres sont des joueurs secondaires, des joueurs de rotation ou des jeunes espoirs. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut en dire. Un certain nombre de joueurs ont été accompagnés gentiment vers la porte de sortie. Il y en a un certain nombre, plus important qu'auparavant. Alors, on a fait nos adieux à Eragui, qui est cette fois-ci réellement parti à la retraite. Il était resté 1 ou 2 années de plus, et bien ce coup-ci, il est parti définitivement. Ça nous fait un trou, puisque ici, dans la dynamique de groupe, on n'a toujours pas de leader d'équipe. Le nombre de joueurs très influents a légèrement baissé. Bien, on avance de 8 jours. Donc voilà, ça y est, le calendrier de National 3 est paru. Et connaissons les membres de notre groupe. Alors, je ne suis pas sûr que ça vous dise grand-chose, ni à moi d'ailleurs. On est dans le groupe E de National 3. Eh bien, on tombe sur Saint-Malo, que Saint-Malo et Lanester dans le même groupe, les deux promus dans le même groupe. Il n'y a qu'une seule réserve, c'est QRM. Ça va pas être facile, ça va être même très très difficile parce que présentation de la saison, Grenoble 1,83 contre 1 qu'il monte, Clermont-Ferrand, etc., etc. Et alors, au bout du bout, à la 112e place sur 112, qui est-ce qu'on trouve? On trouve Lanester avec une cote de 10 001, donc aucune chance de monter en National 2. On avait dit qu'on essaierait de viser un milieu de classement et la direction nous demandait de jouer les barrages pour éviter de descendre. C'est vous dire s'ils ont confiance en nous. Bon bah là, personne n'a vraiment confiance. On est 112e sur 112, donc le vilain petit canard. Mais si on regarde les joueurs clés, vous savez, pour rappel, les joueurs clés, c'est les 2 meilleurs de chaque équipe. Eh bien, je vous fais grâce d'éviter de les chercher. On a les 2 dernières places aussi. Donc, inutile de vous dire, ça va être très très dur. On va pas s'étendre là-dessus. Au niveau du staff, on a aujourd'hui un entraîneur et un entraîneur adjoint, 4 préparateurs sur 5, donc on a une possibilité d'embaucher un préparateur au niveau global, un préparateur des gardiens, un préparateur en conditions physiques. Si on regarde ici, on n'est pas si mal loti que ça. En défense, on a le meilleur niveau de préparateur. Ici, on est 48e sur les positions de préparateur gardien de but, 26e sur les prises de balles, 7e sur les relances du gardien. Donc on a quand même des bons préparateurs, c'est pas si mal que ça. On est 2e en National 3, donc au-dessus de la moyenne pour les préparateurs en attaque, meilleur entraîneur tactique également, donc c'est pas nul du tout. Je vais chercher un préparateur pour aider à compléter parce que ici, si on regarde bien ici, au niveau des préparations, bon, on n'est pas si mal que ça. Pour le moment, la charge est nulle parce que tous les joueurs sont en vacances. On est quand même à 3 étoiles et demie sur 2 postes. Ted Lasso ne compte plus que pour une partie parce qu'il est en stage de préparation pour le diplôme de Continental A. En équipe réserve, c'est le même problème. Donc dans le staff, on a une place de préparateur ou d'adjoint. Mais peut-être vaut-il mieux avoir un préparateur général parce que le niveau de préparation est il n'est pas si mal que ça. Il y a 3,5 ici. Les autres, c'est plutôt moyen. Donc peut-être qu'on va garnir une place ici, on verra bien. On a aussi des places disponibles en U19
une place. Donc on n'a pas d'entraîneur adjoint. Peut-être là aussi on prévoira. Alors le problème, c'est que les premiers contacts, on a trouvé des préparateurs extrêmement compétents qui pourraient venir renforcer notre staff. On va en regarder quelques-uns là au passage. Ils sont très très bons, mais ils demandent tous 450 € par mois, voire plus. Et c'est quand même très très compliqué. Et quand on a une liste de sélection comme on a une ici, voilà, donc on a tout ça. Donc, alors juste un petit rappel au passage, c'est que ici, si on prend un préparateur, voilà celui-ci préparateur. Tout simplement, bon, il a des statistiques qui ont l'air plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas oublier qu'il existe sur le même site internet que celui permettant de cerner les attributs cachés des joueurs, une page web qui calcule les étoiles que pourront fournir les préparateurs de votre club pour chaque type d'entraînement. Je vous ai déjà donné plein de fois l'URL de ce site, mais vous le retrouverez dans les notes de cette vidéo. Alors, on va prendre un exemple très très simple. On avait donc ici Anthony Le Goff, préparateur au chômage. Eh bien, il suffit de remplir les notes. Donc ici, conditions physiques 3, coup de pied arrêté 2, défensif 8. Donc, hop là, 3, 2, 8. Mental, offensif, tactique, technique, on les a ici, donc 9, 9, 8, 8. Au fur et à mesure qu'on les remplit, ici, vous voyez les étoiles se dessinent en fonction des attributs du préparateur en question. 9, 9, 8, 8, a-t-on dit? Voilà, donc on voit qu'effectivement, en mental, en offensif et en technique et en tactique, il commence à apporter un certain nombre de choses. On arrive à une étoile et demie, on n'a pas fini de saisir. Donc 1-1 partout dans l'entraînement des gardiens, il ne sera pas très bon pour entraîner un gardien de but. En mental, on a les 3 lignes vertes, donc 11, 15, 16. Alors, on va commencer par la capacité à motiver et vous voyez tout de suite que là, ce sont les attributs mentaux qui rapportent quasiment le plus. 11, 15, 16, 15 en détermination. Regardez bien là aussi à quelle vitesse. Voilà, on arrive déjà à 2 étoiles et demie parce que la détermination est extrêmement importante. Et le plus important de tous, c'est le niveau de discipline qui, là, est à 16. Regardez, on arrive tout de suite à 3 étoiles partout, quasiment, en défense, en jeu offensif, en possession. Et il nous reste la notion de tactique à apporter qui est ici de 5. Alors, cette notion de tactique, elle sert essentiellement sur les coups de pied arrêtés. Voilà, ça n'a pas marché parce que là, on n'est pas monté assez haut. Si je montais à 10, là, voilà, vous voyez, là, on arrive dans des notes importantes. Donc, ça vous donne la facilité de savoir avec ce préparateur-là ce qu'on peut obtenir dans les grilles d'entraînement. Alors évidemment, il ne pourra pas être partout parce que dès qu'on va l'utiliser en tactique, en défense par exemple, si on le remet en tactique, en jeu offensif aussi, eh bien il va perdre demi-étoile par demi-étoile jusqu'à sombrer et ça va étalonner sur l'ensemble. Bon, je vous l'ai rappelé à plusieurs occasions, mais on peut toujours le redire parce que c'est une bonne chose d'en parler régulièrement. Ce qui est extrêmement important, c'est la charge de travail des préparateurs parce que dès qu'elle devient forte ou importante, eh bien la qualité des entraînements s'en ressent et ce n'est plus la peine de trop compter sur un bon entraîneur ou un bon préparateur pour un poste particulier. Je vous rappelle également que vous, en tant que coach, vous n'êtes pas chargé de préparer les joueurs dans un domaine ou dans un autre, et vous avez intérêt à en mettre le plus possible ici. Ça va faire baisser la charge de travail des autres préparateurs, et en plus, ça vous permettra d'améliorer vos attributs dans le domaine dans lequel vous participez. Quoi d'autre à dire? Eh bien, c'est à peu près tout pour cette partie-là, en tout cas, si ce n'est que le staff, voilà, ça coûte très très cher, et ce sera absolument impossible d'en engager cette année, parce qu'on n'a pas le budget pour pouvoir le faire, même si on a un budget salarial de 18 415 € et un budget de recherche de joueurs de 23 287, même un budget de transfert, je vous rappelle que ces sommes-là ne sont pas des enveloppes. C'est le maximum que vous êtes autorisé à dépenser, mais que ça viendra s'impacter sur le solde général. Les 7 055 sont calculés, c'est pas en plus des 43 050 que l'on a actuellement, mais en font partie. Voilà, le calendrier a avancé, Tad Lasso a bien travaillé, il s'est passé plein de choses et on va faire un résumé de tout ça. Le message a changé au bout de 26 jours, 0 heure et 44 minutes. Trouble musculo-squelettique, connaît pas. Et ça tombe bien. Retour des vacances, donc l'effectif, il a très très peu bougé. J'ai commencé à proposer des contrats semi-amateurs aux joueurs. Les plus jeunes et les plus potentiellement intéressants d'abord. Le montant des contrats étant lié au statut du joueur, il est plus facile de monnayer un jeune joueur en devenir qu'un joueur vedette de 28 ans. Par exemple. Il n'y a pas eu que des bonnes choses, voilà, on a eu des mauvaises surprises aussi, à commencer par Evan Ricard, notre meilleur joueur avec qui on était en cours de négociation, qui avait quasiment accepté le pont d'or qu'on lui faisait, je crois qu'on était monté jusqu'à 1500 € par mois pour Evan Ricard, voilà, il est parti au Stade Briochin qui lui a proposé beaucoup plus, donc voilà, il n'y avait pas grand chose à y faire, c'est dommage, c'était le seul joueur qui était dans les rapports qui était considéré comme à le niveau national 3. Il a un contrat de 1800 € par
sincèrement, on n'aurait jamais pu monter aussi haut avec des primes en dehors de nos possibilités. Il n'y avait rien à y faire, on ne pouvait pas lutter contre. C'était notre meilleur espoir et on l'a liquidé pour rien du tout. Mais leur équipe première, voilà, est en national, donc il n'y a pas de discussion possible. Il a choisi. Du coup, il est à peine arrivé au stade Briochin que, voilà, il est déjà évalué entre 26 et 80 000 euros. On n'a rien pu en tirer, c'est dommageable, mais c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose à y faire. Alors on est là fin juillet, j'ai juste commencé à faire des propositions aux joueurs. Alors, on a commencé par les plus faciles parce que certains sont du pur délire. Masson réclame 1600 euros, c'est pas dans nos moyens. Nguini en réclame près de 1000, c'est pas dans nos moyens non plus. Vous voyez que j'ai modifié ma vue des effectifs pour ajouter les salaires et la valeur des joueurs estimés. Pour le moment, aucun des joueurs qui a un contrat n'a de valeur estimée. Et ça va changer, on ne va pas s'inquiéter là-dessus. Certains joueurs, les jeunes prometteurs, ceux qui ont moins de 20 ans, on va dire, sont tous entre 35 et 50 euros. Donc ça va. Sauf le plus cher pour le moment, c'est David Genest, 18 ans, gros espoir, très bonne note actuelle en équipe première et un bon potentiel. 350 euros par mois. On a cassé notre tirelire pour lui. 35 euros par mois, 25 euros par mois, 40 euros par mois. Sur l'ensemble, ça se gère, même si ça va nous coûter un bras. Ce qu'il faut voir, c'est que les moins de 15 ans ont un contrat à part qui a été valorisé dès la sortie de l'école de formation. Et vous voyez, eux, ils coûtent cher, 130 euros. Dès qu'ils arrivent à 16 ans, ces 130 euros tombent, ils n'ont plus de contrat jeune, ils passent un contrat amateur à 0 euros et on va les renouveler ou pas. Amrani ne sera probablement pas renouvelé parce que son potentiel n'est pas assez élevé. Les leçons à retirer de tout ça, c'est ne pas changer trop vite la durée du jeu des joueurs. C'est parce que plus on l'élève, si vous avez un jeune de 17 ans que vous avez considéré comme joueur vedette, eh bien mon Dieu, vous allez avoir à sortir un gros salaire. Et s'il n'a pas de potentiel ou s'il n'a pas d'évolution évidente, c'est-à-dire qu'il n'a pas par exemple les bons attributs, détermination et professionnalisme ou ambition en plus, eh bien il ne progressera pas et vous récupérerez jamais votre argent. Pour les jeunes, il faut se contenter de jeunes joueurs, jeunes prometteurs ou jeunes espoirs sur le point de percer. Jean-Pierre Chauvel, qui était un espoir de gardien de but à 16 ans avec de bons attributs, qui était ravi de jouer avec nous, qui était de bonne humeur et tout, mais qui est personnalité mercenaire. Eh bien, on lui a fait une proposition, je crois, 150 euros par mois, plus quelques primes et avantages. Il va partir à Vertou dans quelques jours pour 130 euros, pour moins cher. C'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose, c'est les aléas du jeu. Alors certains à qui on avait fait des propositions ont préféré aussi partir. Manga, qui était un jeune joueur qui pour 0 euros, alors qu'on lui avait fait une proposition à 35 euros par mois, je crois. Voilà, tant pis. Il est parti en R1. Certains sont partis en R2, comme Gassam. Enfin bref, ça fait partie du jeu et c'est très difficile à anticiper. On ne voulait pas mettre en péril le budget. On va aller voir ce que ça donne un mois plus tard, c'est-à-dire au milieu des matchs amicaux. Voilà, les matchs amicaux sont commencés depuis un petit moment. Au niveau de l'effectif, vous voyez qu'on a un certain nombre de joueurs à qui on a fait des propositions. On a cassé notre tirelire pour Vieira aussi, qui est un bon joueur de l'effectif et qui a de bons potentiels. Et on l'a proposé 1100 euros par mois. Lui, il a pris une valeur marchande déjà, pas forte, mais il a pris une valeur marchande. Alors Laurent Buisson aussi, on a cassé un peu notre tirelire, 140 euros. Les autres sont aux alentours de 30 ou 35 euros. David Genès, donc on l'a vu, 350 euros. Réussi à ne payer que dans les 35 euros plus quelques primes. On a déjà un joueur qui est parti en prêt. Il voulait absolument partir en prêt. Au niveau financier, ça commence à baisser sérieusement. On est redescendu à 23 000 euros. On n'a pas beaucoup de recettes. On a un budget mensuel de salaire de 3 100 euros. Ça va monter un petit peu tout à l'heure dans très peu de jours parce que là, on va embaucher un préparateur. Alors, j'en ai pris qu'un seul pour le moment parce que, voilà, raison financière dont on parle sans arrêt. Un préparateur, c'est bas mot 350 euros, rien en dessous. Comme je l'ai dit dès le début de cette session de vidéo, le gros problème de la saison va être l'aspect financier. Il va falloir trouver une solution pour améliorer nos finances. Les objectifs, heureusement, vont être assez faciles à respecter. Premier match amicaux, ça se passe plutôt pas mal. On a fait jouer une équipe mixte avec beaucoup de jeunes. On a fait beaucoup tourner. Vous voyez que les scores sont élevés, mais contre des équipes de bas de gamme, sauf grosse surprise, notre premier match contre Saint-Lô, qu'on gagne 2-1, et Saint-Lô, c'est une équipe de National 2. On a fait sans doute jouer quelques remplaçants, mais on s'en sort plutôt très bien. On menait 2-0, on s'est fait réduire la marque. Ils ont 2 buts refusés pour hors-jeu. On fait plutôt une bonne affaire, parce qu'au niveau XG, ils étaient de loin bien supérieurs à nous, mais on avait la possession de la balle, on a fait tourner, on a joué lentement, calmement, en passe courte. Vous voyez une position plutôt défensive. On a bon taux de passe réussi, l'équipe est stable, elle joue correctement ensemble. Ça penchait un peu à droite, ça penchait beaucoup à droite. Donc à ce moment-là, tout va plutôt
bien. On va avancer vers la fin des matchs amicaux. Le premier match est à domicile contre Évreux. Alors, donc, fin de la prépa, un seul match nul. Contre qui? Contre Ginglin-Cesson, notre ennemi préféré. Match nul arraché à la dernière seconde. On les a plutôt dominés. On a eu largement l'avantage. On a marqué relativement tôt et c'est à la 94e minute qu'on se fait égaliser. Tiens, on va regarder les buts pour le plaisir. Bon, l'équipe joue correctement. Vous voyez, on a fait tourner beaucoup. C'est d'entrée de jeu. Non, c'est à la fin de la première mi-temps, la 34e minute, je crois. Ouverture de Nguini, Keita, boum, demi-volée, très bien joué, pas de problème. Défaut de marquage de l'attaquant. Et on se fait égaliser vraiment à la 94e minute sur une grosse bêtise de défense, mauvais renvoi de la défense. Et là, voilà, boum, également. Bon, ben voilà, c'est pas très grave, ça n'a pas impacté le moral des joueurs, comme vous pouvez le voir. À ce moment-là, après la victoire contre Lanoué, alors on a fait des matchs amicaux aussi pour faire entrer des sous, mais bon, voilà, le nombre de spectateurs, c'est pitoyable. Pour les matchs amicaux, bon, fallait s'en douter un petit peu. À côté de ça, la dynamique de groupe, elle est bonne, très bonne. Bon soutien à l'entraîneur. Et là, on est à la fin, pratiquement à la fin du mercato. Et on va débuter la compétition dans très peu de temps. 0 arrivée et toute une palanquée de départ. Bon, le Beslour parti en Régional 3. Le Beslour, pourtant, il vaut largement mieux que ça. Il aurait pu jouer dans notre équipe réserve en Régional 2. Bon, dommage. Koulibaly aussi. Jean-Pierre Chauvel, donc on en a parlé tout à l'heure, qui était notre gardien remplaçant. Hadji est en prêt. Et Brinck et Gazarian, qui ont aussi fait partie longtemps de l'équipe première dans les années Régional 3, Régional 2, ils sont partis aussi jouer dans des clubs mineurs, on va dire. C'est la vie avec Football Manager en tout cas. Ici, on est à la fin donc des matchs amicaux. Vous voyez qu'on a quand même cassé notre tirelire un certain nombre de fois. Le plus gros salaire du club, c'est Vieira. On n'a pas réussi à négocier avec Masson. Ensuite, c'est Jeunesse, 350 €, puis Romain, notre gardien de but, 275 €. Voilà. Oui, les autres gros salaires à plus de 130 €, ce sont des moins de 16 ans. Tout se passe plutôt bien. On arrive à la fin des matchs amicaux. Donc voilà, on en est maintenant presque au début du championnat, qu'on est fin août. On va ouvrir le bal avec Évreux. Donc vous le voyez, on n'a pas une seule défaite depuis le début de la saison en match amicaux. C'est très bien, trop bien peut-être. Quelques inquiétudes quand même pour le premier match de National 3. On a préparé minutieusement. Et bien donc voilà, nous sommes prêts à démarrer cette saison de National 3 et on va commencer tout de suite. Le premier match de championnat de National 3, ça démarrait, c'était à domicile, il pleuvait, on est en Bretagne, forcément, ça démarrait difficilement pour nous. Première action de Évreux, hop, but. Et à ce moment-là, j'ai failli envoyer mon clavier dans le mur. Mais rassurez-vous, ma cellule est capitonnée et il a été annulé pour hors-jeu. Donc tout va bien, il est signalé hors-jeu, on a eu chaud, n'empêche qu'on a eu du mal à rentrer dans le match. Déjà sur l'engagement, on avait mis la balle directement en touche, ce qui n'est pas terrible. Bon, après, on s'est un peu remis dans le sens de la marche et on a pris des risques un petit peu. On jouait en position relativement défensive. Vous connaissez au niveau tactique comment je joue à ce niveau-là. Et on n'était pas en mode positif, on était juste en mode équilibré, je crois. Voilà, c'est comme ça qu'on avait démarré. Maréchal, qui me déçoit par moments vraiment beaucoup, il faut quand même qu'il progresse. Heureusement, Castet, Buisson et puis quelques autres tenaient la boutique. Masson a fait un bon match aussi. Véronneau qui était en position de milieu défensif, oui, il fallait bien, encore une bêtise de Maréchal, il fallait bien pallier à l'absence de Ricard qui est parti, je vous le rappelle, en national à Saint-Brieuc, au CO Briochin. Et puis voilà, donc tout doucement ça s'est équilibré, les joueurs ont commencé à prendre confiance un petit peu. Émeillé la réception du centre et but. Voilà, première action cadrée quasiment, but. Très très bien joué, très tranquille, tout tranquillement, absence de marquage. Eh bien, l'histoire retiendra que en national, dans le premier match de championnat national, c'est Meillet qui aura ouvert la marque. Alors là, grosse bêtise en défense, mais c'est Meillet qui aura marqué le premier but de Lanester. Derrière, on subit quand même un petit peu parce que Évreux n'a pas l'intention de se laisser faire comme ça. Romain est à la parade, tout va bien. On tient le coup, on ne mène que 1-0.
Et on est à la demi-heure de jeu. Et boum, 18 mètres, Mulumba crucifie Romain. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a personne à monter dessus. Bon, ben voilà. Voilà, on est un peu en faiblesse sur l'opposition dessus. Mais bon, on est toujours dans le match. Et Nguini qui prend sur une passe de Keita. Nguini qui prend de vitesse, qui prend l'ascendant sur la défense d'Evreux et qui, lui, à son tour, nous redonne l'avantage et marque un deuxième but tout à fait tranquillement. Buisson, Maria, Buisson à nouveau, Véronneau, centre, mais il est encore tout seul. Vous n'avez pas déjà vu ce but-là? Donc 2 fois le même match, ils n'ont toujours pas compris à Évreux, c'est quand même terrible. 3-1, tout va bien. Et en deuxième mi-temps, Véronneau, Meillet, Castet reprend de volée. Meillet, une passe décisive, 2 buts. 18 ans, premier match en national. Eh bien, moi je crois qu'on peut le féliciter, on avait bien fait de lui offrir un contrat. Tout va bien. Tout va bien, on tient le coup, on a un petit peu de spectateurs, mais pas des quantités hallucinantes. Et le prix des billets est toujours inférieur à 1 euro. Ils sont marqués à 1 euro, mais c'est inférieur à 1 euro. Romain est là où il faut encore. Et il y a une absence de réaction de la part d'Evreux qui est un peu étonnante. Normalement, ils sont bien, bien meilleurs que nous. Et là, ils sont sauvés par le poteau. Techniquement, en principe, ils sont bien meilleurs que nous et on gagne 4-1 sans vraiment d'inquiétude. Juste les 30 premières secondes qui ont été un petit peu difficiles. Donc voilà, 9-1 pour Meillet. Nguini et Keita ont un bon score aussi. Donc voilà, l'ensemble de l'équipe est pas trop mal. On a 1,64 de XG contre 0,78 pour Évreux. Cool. On a eu la possession aussi, tout va bien, tout va bien. En analytique, alors qu'on était méfiant et en équilibré et plutôt positionné bas, on était finalement plus dans leur camp que eux. Et ils ont surtout joué de manière très centrée en se passant la balle entre eux, sans jamais vraiment sortir et prendre de risques. Et bien voilà, nous on a penché un peu à droite. Un petit peu. Mais c'est Meillet qui est à droite, donc voilà pourquoi il a fait un très très gros match. Et c'est très bon. Et vous savez quoi? Eh bien, en National 3 groupe E, nous avons pris la tête du championnat. Bon, avec Granville et Saint-Malo, tous les trois en gagnant 4-1. Et notre prochain adversaire qu'on rencontre chez lui, c'est le Vannes Olympic Club. Les derniers, il a pris 4-1 lui aussi contre Granville, 4-1. 632 spectateurs, ils sont plus gâtés que nous parce que nous, ça a quand même été, allez, on va dire un peu tristoun, avec juste 238 spectateurs. Et pourtant, c'était le premier match à domicile en National 3. Bon, on va faire avec. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode 57 pour le match contre Vannes et puis les premiers matchs de National 3. Vous savez quoi? Bonnes vacances à tous, bon match, bon jeu, à très bientôt. Salut les coachs! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.